Alors, une batterie de propriétés avec ZZ', deux nombres complexes non nuls. D'abord celle-là qu'on a déjà vue, argument de 1 sur Z égale argument de Z bar égale moins argument de Z, argument de Z' sur Z égale argument de Z' moins argument de Z, tout ça c'est modulo de pi, Z appartient à R plus étoile si et seulement si argument de Z égale 0 modulo de pi, Z appartient à R moins étoile si et seulement si argument de Z égale pi modulo de pi, Z appartient à R étoile si et seulement si argument de Z égale 0 modulo pi, ça veut dire argument de Z égale k pi, k appartenant à Z. Et enfin, Z imaginaire pur, si et seulement si Z égale pi sur 2 modulo pi, ce qui veut dire Z égale pi sur 2 plus k pi, k appartenant à Z. La première déjà vue. La deuxième, argument, on pose t égale à 1, enfin c'est une détermination d'argument de Z, modulo de pi. Donc on a ça. Donc on passe aux inverses. 1 sur Z sur module de 1 sur Z. C'est module de Z bar sur Z, c'est-à-dire l'inverse de ça. Donc ça fait ça. Donc je vois qu'argument de un argument, bah, c'est moins t. Donc ça y est. C'est démontré. Alors maintenant, Z sur module de Z égale exponentialité. Je passe au conjugué. Donc conjugué de Z sur conjugué de module de Z, mais c'est un nombre réel, donc ça fait module de Z. Et ce module de Z est égal à module de Z bar. Donc j'obtiens ça. D'accord? Donc l'argument de Z bar est égal à moins t aussi. Donc c'est un petit 3, ben c'est une évidence. En utilisant la première, ça nous fait ça. Et comme je sais que c'est moins argument de Z, c'est bon. Petit 4, Z réel positif, ça implique module de Z égale Z, donc Z sur module de Z égale 1 égale exponentielle 0. Donc un argument de Z, c'est 0 réciproquement. Si argument de Z est égal à 0, modulo de pi bien sûr. Alors on a ça, donc module de Z égale Z, donc Z est un réel positif. Petit 5, si on a ça, ça veut dire que moins Z est positif, donc argument de moins Z égale 2k pi. Et l'argument de moins Z, c'est moins 1 fois Z. Donc c'est argument de moins 1 plus argument de Z. Moins 1, c'est exponentielle pi. Donc son argument, c'est pi. Donc j'obtiens que pi plus argument de Z est égal à ça. Et donc argument de Z égale moins pi plus 2k pi. Ce qui équivaut à dire qu'argument de Z est égal à pi plus un certain 2n pi. Parce que... je prends n est égal à k-1, ça fait 2k moins 2 plus 1, ça fait bien ça. D'accord? Voilà, d'où le résultat. Petit 6, Z appartient à R étoile, ça équivaut à il est positif ou négatif, donc ça nous fait ça ou ça. Et ça équivaut à dire que Z égale 2k pi ou 2k plus 1 pi, donc c'est-à-dire un nombre de paires fois pi, un nombre pair fois pi ou un nombre impair fois pi, c'est-à-dire un nombre fois pi. Donc, ça équivaut bien à dire ça. Z imaginaire pur, non nul bien sûr, équivaut à lambda. Il existe lambda appartenant à R tel que Z égale lambda i. Donc ça implique que argument de Z égale argument de lambda plus argument de i. Mais i est égal à exponentielle i pi sur 2, donc argument de i est égal à pi sur 2 modulo de pi. Lambda appartient à R, donc l'argument de lambda est égal à npi, on avait vu ça avant. Donc l'argument de Z est égal à npi plus pi sur 2, ce qui fait pi sur 2 modulo 2pi, modulo pi, pardon. Alors remarque, si lambda est positif, n est pair, et à ce moment-là, ça nous fait pi sur 2 modulo 2pi, sinon, ça nous fait qu'il est impair, et donc ça fait ça. Alors on peut l'écrire 2n plus 3pi sur 2, c'est sûr, on dire qu'un argument c'est 3pi sur 2, mais on peut aussi dire que c'est de la forme de kpi, et c'est équivalent, hein, moins pi sur 2, en prenant k, est égal à n moins 1. Alors est-ce que c'est bien n moins 1 que j'ai pris? Je ne suis pas absolument sûr, c'est peut-être n plus 1 d'ailleurs. K égale n plus 1. Ouais. Parce que ça fait 2n plus 2pi moins pi sur 2, ça fait bien ça. Réciproquement, si argument de Z égale pi sur 2 modulo pi, alors argument de Z égale pi sur 2 plus 2k pi, ou, d'après ce qu'on a dit, moins pi sur 2 plus 2k pi,
Donc ça fait que z sur module de z égale exponentielle i pi sur 2 ou exponentielle moins i pi sur 2. Donc c'est-à-dire i ou moins i, donc plus ou moins i. Donc z est égal à plus ou moins module de z i. Et plus ou moins module de z, c'est un nombre réel. Donc ça appartient à RI, et donc z est un imaginaire pur. Propriété, pour z appartenant à C, la exponentielle z égale 1 si et seulement s'il existe k appartenant à z tel que z est égal à 2i k pi. L'application qui est à z appartenant à C associe exponentielle z est 2i pi périodique. Démonstration, si z est égal à a plus ib où ab appartient à r, exponentielle de z égale 1 équivaut à exponentielle a exponentielle ib égale 1. Donc quand on passe au module, ça nous fait que module d'exponentielle a, c'est exponentielle a, celui-là, son module C1 est égal à 1. Donc exponentielle a égale 1, donc a égale 0, donc z égale ib. Donc l'exponentielle de ib est égale à 1, d'accord? Parce que j'ai remplacé ici. Alors, exponentielle de ib égale à 1, bah, ça veut dire que b est égal à 2 k pi, et donc z égale 2i k pi. Réciproquement, si z égale 2i k pi où k appartient à z, alors l'exponentielle z est égale à 1, donc c'est bien gagné. Le noyau de l'exponentielle est égal à 2i pi z, d'accord, et on a affaire à un homomorphisme. Donc c'est une fonction de période 2i pi z. Et est-ce qu'on a ça? D'accord? Donc voilà. Conséquence. Si z et z' appartiennent à C, exponentielle z' égale exponentielle z, équivaut à dire qu'il existe k appartenant à z, tel que z' égale z plus 2i k pi. Bah, effectivement, parce qu'on a ça, donc on va avoir ça, et donc on va avoir ça, ce qui équivaut à dire ça. Si A appartient à C étoile et que Z appartient à C, exponentielle Z égale A, si et seulement si Z est égal à logarithme népérien de module de A, plus si θ, où θ est une détermination de l'argument de A. C'est-à-dire θ égale argument de A, évidemment défini à modulo de pi. Démonstration, A sur module de A égale exponentielle t, et donc j'ai ça, et donc j'ai ça, ce qui fait ça. Donc l'exponentielle de z est égale à a, équivaut à z est égal à ln de module de a plus it plus 2i k pi d'après la propriété précédente. Et ça, je peux écrire ça comme ça. Et là, j'ai bien les arguments. J'ai bien les arguments t, là, c'était quoi? C'était un argument de a. Donc là, j'ai bien tous les arguments de a, modulo de pi. Les homomorphismes continus du groupe R plus vers le groupe C étoile multiplié sont les fonctions phi qui a t appartenant à R associent exponentielle de AT où A appartient à C. Démonstration. Alors, si on a une fonction comme ça, là c'est évident, hein, on a ça qui est égal à ça, et en plus ces fonctions-là, elles sont continues, donc c'est bien un homomorphisme continu. Réciproquement. Et si phi est un homomorphisme continu, je peux construire la fonction grand F qui a x appartenant à R, associe somme de 0 à x de phi de t dt. Elle est dérivable parce que phi est continu, sa dérivée est égale à phi de x, et f' de 0 est égal à phi de 0 est égal à 1. Donc on voit que grand F n'est pas égal à 0, hein, parce que sinon on aurait toujours sa dérivée nulle. Donc il existe y appartenant à R, tel que grand F de y est égal à lambda et différent de 0, soit x appartenant à R. On considère somme de 0 à y de phi de x plus t dt, on fait le changement de variable, x plus t égale u, ce qui nous donne facilement ça. Donc somme de 0 à y de phi de x, phi de t, puisque c'est un homomorphisme, est égal à ça. Donc, et là je sors le phi de x, ça va me faire phi de x somme de 0 à y de phi de t dt, c'est-à-dire phi de x grand f de y, qui est égal à ça. Donc, et le grand f de y c'est lambda, donc lambda phi de x est égal à ça. Et donc en divisant par lambda, puisque le lambda était différent de 0, phi de x est égal à 1 sur lambda fois ce truc-là.
Donc, phi va être dérivable, parce que les deux fonctions sont dérivables, et phi prime de x est égal à 1 sur lambda, phi de x plus y moins phi de x, c'est-à-dire 1 sur lambda, phi de x, phi de y moins phi de x, donc phi de x sur lambda, phi de y moins 1. Donc phi prime de x est égal à a phi de x, avec a égale phi de y moins 1 sur lambda, qui appartient à c. Donc, ça je connais ce genre d'équation, hein, y différentielle, y prime égale à y. Voilà les solutions. Alors, on peut le retrouver, vous savez, c'est la méthode classique. On considère f de x égale phi de x exponentielle moins ax qui est dérivable parce que les deux sont dérivables. Et donc quand on dérive, on trouve que ça fait 0. Donc f est une constante alpha. Et donc phi de x, eh bien, puisque ça, f est une constante, je fais passer ça c'est égal à alpha. Et donc je fais passer l'exponentielle moins ax de l'autre côté. Et je trouve phi de x égale alpha exponentielle ax. Et c'est évident de vérifier qu'effectivement, ça donne bien phi prime de x est égal à phi de x. Donc, phi homomorphisme implique que phi de 0 est égal à 1, donc j'ai des fonctions phi. Et donc je remplace là-dedans, ça fait 1 qui est égal à alpha exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, donc ça fait alpha égale 1. Donc phi de x va être de la forme exponentielle ax, ben, c'est exactement ce que je voulais. Notation définitive de l'exponentielle de z. Donc on va la noter e à la puissance z comme on l'a fait dans le cas où z est un nombre réel. Justification. E est égal à exponentielle de 1. On fait ça. Exponentielle 0 est égal à 1. E puissance 0 est égal à 1, je veux dire comme toutes les puissances 0. Parce que e c'est un nombre. Hein. Et 1 c'est aussi égal à exponentielle 0. E à la puissance 1, ça fait E, et c'est aussi égal à exponentielle de 1. D'accord ? Supposons que pour tout n, on ait E puissance n égale exponentielle de n. À ce moment-là, E à la puissance n plus 1 égale E puissance n fois E va être égal à exponentielle de n fois exponentielle de 1 égale exponentielle de n plus 1. Donc c'est héréditaire. Donc on a toujours ça. Théorème de récurrence. Si n appartient à z moins étoile, p égale moins n appartient à n, e puissance n égale e puissance moins p égale 1 sur e puissance p égale 1 sur l'exponentielle p égale exponentielle moins p égale exponentielle. Donc on a ça quel que soit n appartenant à z. Maintenant, soit n appartenant à une étoile. E à la puissance 1 sur n à la puissance n, ça fait e puissance 1 égale e. E à la puissance 1 sur n à la puissance n, ça fait... Non, ça c'est exponentielle de 1 sur n. À la puissance n qui est égale à e. Donc exponentielle de 1 sur n va être égale à e à la puissance 1 sur n. Voilà. Quel que soit n appartenant à une étoile. Soit alpha maintenant appartenant à q. Donc il va s'écrire alpha égale p sur q. P appartient à z, q appartient à une étoile. Exponentielle alpha égale exponentielle p sur q égale exponentielle p fois 1 sur q égale exponentielle de 1 sur q à la puissance p. D'accord ? Et ça, on l'a déjà démontré pour l'exponentielle, ce résultat. Donc ça fait e à la puissance 1 sur q à la puissance p. Donc ça fait e à la puissance p sur q égale e puissance alpha. Si x appartient à R, comme q est dense dans R, il existe une suite qn qui tend vers x. D'accord ? Et donc, comme l'exponentielle est continue, exponentielle x égale limite d'exponentielle qn, égale limite de e puissance qn. Ce qu'on vient de démontrer là, c'est que cette suite-là est convergente et qu'elle converge vers exponentielle x. Cette limite ne dépend que de x. On va donc la noter e puissance x, car notamment si x appartient à q, les xn sont égaux à x, et à ce moment-là, ça tend vers x, et donc ça fait évidemment e puissance x. On décide d'étendre cette notation au cas z appartient à c, en posant e à la puissance z égale exponentielle z. Voilà, parce que ça marche sur R qu'on décide de l'étendre. Forme, écriture, comme on veut, exponentielle d'un nombre complexe. Tout nombre complexe non nul, il faut qu'il soit quand même non nul, hein, d'accord ?
Donc ici, je peux rajouter différente de 0. S'écrit R exponentielle θ, où R est un réel strictement positif, θ appartient à R, et R en fait est égal à module de Z, et θ égale argument de Z, modulo de pi. Le nombre R est unique, et θ est défini à 2 cas pi près. En effet, Z sur module de Z est égal à exponentielle θ, où θ est une détermination de l'argument de Z. Donc Z est égal, je multiplie par module de Z, ça fait R, avec R égale module de Z, exponentielle θ. Réciproquement, si on a ça avec R positif et θ appartenant à R, module de Z est égal à R. Donc Z sur module de Z, c'est-à-dire Z sur R, est égal à exponentielle θ. D'accord? Donc, et le θ est donc égal à argument de Z. Unité, unicité. Bah, si je prends deux réels strictement positifs, R, R', deux réels θ, θ', ça équivaut à dire que R égale R', et que θ, la différence θ' moins θ appartient à 2π Z. Démonstration, bah, on passe au module qui nous donne R égale R'. Une fois qu'on a R égale R', on a ça. Et là, on a θ' égale θ plus 2κ. Réciproquement, si R' égale R et θ' égale θ plus 2κ, alors R' exponentielle θ égale R, parce que R' égale R, exponentielle θ plus 2κ, ce qui fait R exponentielle θ. En fait, c'était évident, il n'y avait même pas de démonstration, puisque j'ai démontré l'unicité de R et l'unicité à 2κ près de θ précédemment. La forme, maintenant l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe non nul, on définit les fonctions cosinus-sinus par cosinus t égale partie réelle d'exponentialité, sinus t égale partie imaginaire d'exponentialité, quel que soit t appartenant à R. Donc, quel que soit t appartenant à R, exponentialité égale cosinus t plus i sinus t. Z est égal à R, la forme trigonométrique, ça sera Z égale R cosinus θ plus I sinus θ. On peut développer là, R cosinus θ plus I R sinus θ, où R est égal à module de Z, positif, puisqu'il est non nul, et θ égale argument de Z défini à 2π près. Si R et R', hein, bon, parce que c'est en fait c'est R exponentielle θ, et exponentielle θ ça fait ça. Si R et R' sont des réels positifs, θ, θ' appartenant à R, dire que ça est égal à ça, ben ça équivaut à dire qu'on a ça, donc R' égale R d'après ce qu'on a vu précédemment, et θ' égale θ plus 2κ, K appartenant à Z. Remarque, quel que soit t appartenant à R, cosinus t est égal à, c'est z plus z bar sur 2, donc c'est exponentialité plus exponentielle moins it sur 2. Sinus t, c'est z moins z bar sur 2i, donc exponentialité moins exponentielle moins it sur 2i, on les étudiera dans la leçon trigonométrie. On sait que l'argument θ d'un nombre complexe non nul z est défini modulo 2π. Donc il existe θz unique appartenant à moins pi jusqu'à pi, tel que θz égale argument de z. Cette unique réelle θz est appelée détermination principale de l'argument de z. θz, si θ est un autre argument, il est de la forme θ plus 2κ, k appartenant à z. En effet, cette application-là est 2π périodique, donc quel que soit z appartenant à u, il y a une unité appartenant à l'intervalle moins pi et pi, tel que z est égal à exponentielle it. Donc si on prend z quelconque non nul, ça va faire z sur module de z égale exponentielle it, car cet intervalle est de longueur de pi. Remarque, quel que soit alpha appartenant à R et quel que soit z appartenant à C étoile, il existe un unique θ appartenant à cet intervalle qui va de alpha jusqu'à l'alpha plus 2π, semi-ouvert, tel que argument de z égale θ. On a θ égale argument alpha de z. C'est personnel. Soit R0 positif, alors on va montrer que la fonction qui a z appartenant à C étoile associe argument alpha de z n'est pas continue en z0 égale R0 exponentielle I alpha. Pourquoi? Bien, si elle était continue, on prendrait alpha epsilon égale pi sur 2. Il existe nu
pi sur nu sur positif tel que module de z moins z0 inférieur à nu impliquerait que argument alpha de z que j'appelle t moins argument alpha de z0 soit inférieur à pi sur 2. Donc ça nous ferait t moins, et l'autre c'est alpha plus 2pi, l'argument principal de z0 ici, d'accord? Parce que c'est pas alpha vu qu'alpha n'est pas pris, donc c'est l'autre. Cette application-là, t donne exponentialité, est continue, donc continue en alpha. Donc il existe nu prime positif, tel que t moins alpha en valeur absolue inférieure à nu prime implique exponentialité moins exponentielle i alpha en module est inférieur à nu sur R0. On choisit t égale alpha plus nu prime sur 2. Et donc, on va avoir t moins alpha en module qui est égal à nu prime sur 2, qui est donc inférieur à nu prime. D'accord? Voilà. Alors, on peut choisir nu prime, compris strictement entre 0 et pi. Et donc, voilà la situation. Alpha plus nu prime sur 2, vous vérifierez, ça appartient évidemment à cet intervalle. Donc, l'argument alpha de z est égal à alpha plus nu prime sur 2, que j'appelle t. Et le fait d'avoir ça, ça implique ça. Donc j'ai ça. Exponentialité moins exponentielle i alpha en module qui est inférieur à nu sur R0. Donc j'ai ça. Ça c'est mon z. D'accord? Ça c'est mon z0. Voilà. Et donc grâce à l'autre ici, je vais avoir ça. Bon, sauf que t moins alpha moins 2pi, hein, parce que c'est ça, est inférieur en module, en valeur absolue, s'il était inférieur à pi sur 2, ça implique que nu prime sur 2 moins 2pi, hein, c'est le calcul de ça, est inférieur à pi sur 2. Alors ça implique que 2pi, je vous laisse vérifier, c'est évident à partir du dessin, que 2pi moins nu prime sur 2 est inférieur à pi sur 2, et donc que nu prime est supérieur à 3pi, ce qui est faux, puisque j'ai nu prime inférieur à pi, je suis très large. Hein. Donc ça prouve bien que argument alpha n'est pas continu en Z0. Soit alpha appartenant à R, si alpha, l'application qui a t appartenant à cet intervalle-là, associe exponentialité appartenant à W. En W, c'est U. Alors, U, c'est l'ensemble des complexes unitaires privés d'exponentielle i alpha. Bien, c'est une bijection continue et psi alpha moins 1 est continu. Alors, une bijection, c'est évident parce qu'on sait déjà que cette application-là est bijective et que phi alpha est égal à exponentielle i alpha. Donc, si on l'enlève exponentielle i alpha, on enlève ça aussi. Par ailleurs, psi alpha, c'est la restriction de phi à i alpha. Et comme f est continue, cette fonction-là, on sait ça, et que psi alpha et sa restriction à i alpha, elle va être aussi continue. Donc ça, c'est évident. Alors maintenant, il faut démontrer que psi alpha moins 1 est continu. On prend z0 appartenant à w, on va démontrer que psi alpha moins 1 est continu en z0. Alors, psi alpha moins 1 de z0, c'est t0. Donc z0 est égal à psi alpha de t0. Donc est égal à exponentielle it0. Soit t appartenant à cet intervalle, qui n'est pas tout à fait i alpha, hein, je prends alpha dedans. Donc on a ça, bon, ça provient d'une factorisation, il manque juste les parenthèses ici. Et puis ça nous fait ça. Je rappelle, la fonction sinus, c'est celle qu'on connaît. Hein. On en a parlé avant, je n'ai pas besoin d'utiliser vraiment cette propriété dans cette démonstration. Le module fait 1 ici, donc j'obtiens ça. D'accord? Mais le sinus de t qui est égal à ça, on a déjà vu qu'il est égal à ça, et on a même vu d'ailleurs qu'il est égal à t plus négligeable en t, et donc le sinus de t sur t tend vers 1, donc la fonction g qui a t appartenant à R associe sinus t, module de sinus t sur t, si t est différent de 0, 1 si t égale 0, est continu, et sinus t est égal, alors c'est pas sinus t, le 6 c'est sinus t en valeur absolue, qui est égal à t g de t. Voilà. Quel que soit t appartenant à R. Alors, exponentialité moins exponentialité 0, ça nous fait donc 2 fois, alors
là j'ai pris la valeur absolue du sinus, donc ça fait 2 fois t moins t0, le t là c'est t moins t0 sur 2 multiplié par g de t moins t0 sur 2. Ce qui nous fait valeur absolue de t moins t0 multiplié par g de t moins t0 sur 2, qui est borné, g est borné et atteint ses bornes en T1 sur alpha plus 2pi. Je parle bien de G ici, hein, d'accord? C'est G. G qui est borné. Donc en fait, comme c'est en T1, bah, j'aurai ça, puisque la fonction G est positive, hein, une valeur absolue ou c'est 1, et donc j'aurai ça quel que soit T appartenant à ça. Alors, supposons que G de x soit égal à 0, bah, ça nous fait que sinus, comme c'est pour lui qui est égal à 0, ça fait le sinus qui est égal à 0, donc ça qui est égal à 0, donc x égale kpi, d'accord? Et donc, dire que G de T1 moins T0 sur 2 égale 0, ça équivaut à dire que T1 moins T0 est égal à 2 kpi, où k appartient à z, mais T0 est comme ça, T est comme ça, donc forcément k va être égal à 0, sauf que si k est égal à 0, T1 est égal à T0, et alors G de T1 moins T0 sur 2, fait G de 0 c'est égal à 1, et donc ça ne fera pas 0. Donc finalement, j'ai lambda égale G de T1 moins T0 sur 2, qui est strictement positive, et donc j'ai lambda qui est toujours inférieur ou égal à G de T moins T0 sur 2, quel que soit T appartenant à ça. Voilà. Donc j'ai ça, soit Z maintenant appartenant à W, et T appartenant est égal à ça. Donc là, T il va appartenir à ça. D'accord? Et donc, je vais avoir ça, d'accord? Je prends un epsilon et je prends nu égale lambda epsilon, qui est donc strictement positif. Eh bien, comme si Z moins Z0 est inférieur à nu, et bien à ce moment-là, je vais avoir psi alpha moins 1 de Z moins psi alpha moins 1 de Z0 en module, qui va être inférieur ou égal, celui-là, donc ça c'est plus petit que nu, et donc il va être inférieur ou égal à nu sur lambda, qui est égal à epsilon, hein, parce que epsilon, nu sur lambda, ça fait epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe nu, tel que ça implique ça, et donc ça veut dire que psi alpha moins 1 est continu en Z0, quel que soit Z0 appartenant à W, et donc psi alpha moins 1 est continu. Alors, la fonction f alpha, qui est Z appartenant à C privé de R plus exponentielle I alpha, associe psi alpha moins 1 de ce truc-là, appartenant à ça, et continue. Elle est bien définie, parce que ça appartient à un U, et que ça, c'est différent de exponentielle I alpha, sinon on aurait Z égale module de Z exponentielle I alpha, qui appartiendrait à R plus exponentielle I alpha. Elle est continue, parce qu'elle est composée de psi alpha moins 1 qui est continu, de Z sur module de Z qui est continu. D'accord? Bien, elle s'appelle la détermination continue de l'argument, parce qu'on a évidemment ça, où θ est égal à f alpha de Z, et donc détermination de l'argument de Z. Ça, c'est une détermination de l'argument de Z, et la fonction f alpha est une détermination continue de l'argument. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le plus souvent, on considère alpha égale moins pi, on a alors affaire à la détermination continue principale de l'argument. C'est-à-dire que cette fonction-là, alors là, du coup, ça va être privé de R-, parce que R- c'est R plus multiplié par moins 1, c'est-à-dire R plus multiplié par A exponentielle moins I pi. D'accord? Et ça associe l'unique θ appartenant à ça, tel que Z sur module de Z est égal à exponentielle θ. Il n'existe pas de fonction continue f de C étoile vers C, vérifiant exponentielle de f de Z égale Z, quel que soit Z appartenant à C. Parce que si elle existait, on aurait ça, quel que soit T appartenant à R, donc ça, et donc exponentielle de I G de T égale 1, quel que soit T appartenant à R, avec G qui a été associé f de exponentialité moins IT divisé par I. Ce qui fait ça. Donc,
g de t appartiendrait à 2 pi z, puisque l'exponentielle est égale à 1. Mais f et puis cette fonction-là sont continues, donc g est continue, et donc elle prend ses valeurs dans 2 pi z. Donc en fait, elle est constante. Donc il existe un unique cas tel que g de t est égal à 2 k pi. Pour t égale 0, ici, ça fait f de 1 est égal à 2 k pi. Et pour t égale 2 pi, c'est ici, pardon. Donc c'est moins i f de 1. Et pour t égale 2 pi, ici, exponentielle de 2 i pi, c'est pareil qu'exponentielle 0. Donc ça fait moins i f de 1 moins 2 pi. D'accord? Et donc finalement, j'obtiens ça. Et donc 2 pi égale 0, ce qui est faux. Fonction logarithme complexe définie grand Ln qui a z appartenant à c moins r moins à ceci. Ln, alors là, c'est le logarithme réel de module de z. Bah oui, parce que module de z n'est pas égal à 0, vu que z n'appartient pas à r moins. 0 appartient à r moins et à r plus i argument de z. L'argument de z, c'est la détermination principale continue de l'argument de z, c'est-à-dire l'unique t appartenant à ça. Alors il appartient bien à ça parce que j'ai supprimé r-, tel que z sur module de z égale exponentialité. On a alors exponentielle de grand Ln de z égale z, quel que soit z appartenant à c moins r-. Démonstration, il suffit de dire que l'exponentielle de grand Ln de z, c'est exponentielle de ça. Donc exponentielle de ça fois exponentielle de ça. Et donc ça fait module de z multiplié par exponentialité. Donc ça fait z. Quel que soit zz' appartenant à c moins r-, si zz' n'appartient pas à r-, alors ln de zz' égale ln de z plus ln de z' plus un 2i k où k appartient à z. Alors en fait, le k va être égal à 0, 1 ou moins 1. Démonstration, z est égal à module de z exponentialité, z' égale module de z' exponentialité prime, avec tt' qui appartiennent à cet intervalle, et on a zz' qui est égal à ça, avec θ égale t plus t' qui appartient donc à cet intervalle. L'argument de zz' est égal à θ si θ appartient à ça, θ plus 2π si θ appartient à ça, et θ moins 2π si θ appartient à ça. Je vous laisse comprendre ça, mais c'est évident. On a donc argument de zz' égale θ plus 2k pi avec k qui peut être égal à 0, 1 ou moins 1. D'accord? Moins 1, 1. Ln de zz', c'est ln de module de zz' plus i argument de zz'. Donc ça fait ln de z plus ln, enfin de module de z plus ln de module de z', plus i argument de z plus argument de z', plus 2i k pi, avec le k qui est égal à 0, 1, moins 1. Et donc ça fait bien ça. Voilà, de le résultat. Remarque qu'on ne peut pas toujours considérer ln, grand Ln d'exponentielle x et dire que, et quand on peut le considérer, on ne peut pas toujours dire que ln d'exponentielle z est égal à z. Démonstration, en effet, si z égale i pi, eh bien, exponentielle z égale exponentielle i pi égale moins 1, mais lui, il appartient à r-, donc ça c'est fâcheux. Alors, on va voir pourquoi c'est fâcheux, c'est ici qu'il y a le problème. Si z égale a plus ib avec ab appartient à r, mais qu'il n'appartient pas à r-, exponentielle z est égal à ça, donc son module est égal à exponentielle a, et son argument, c'est l'argument d'exponentielle ib, donc c'est b plus 2k pi, k appartenant à z. Alors k sera égal à 0 si et seulement si b appartient à cet intervalle. Le ln de grand Ln exponentielle de z va donc être égal à ln d'exponentielle a, qui fait a, plus ib, plus 2i k pi. Donc ça fait en fait z plus 2i k pi, différentes z si b n'appartient pas à cet intervalle. Alors, grand Ln, il s'appelle la détermination principale continue, donc on veut que ça soit continu. Ben ça l'est parce que cette fonction-là est continue, celle-là aussi, et que l'argument de z, il est continu là-dessus. D'accord? Voilà. Mais il n'est pas continu sur c. La fonction logarithme complexe est dérivable, et sa dérivée est donnée par 1 sur z, comme pour la fonction logarithme réel.
quel que soit z appartenant à C privé de R-. Démonstration, on prend Z0Z appartenant à C moins R-, Z différent de Z0, on pose U0 égale ln de Z0, U égale ln de Z, et on sait que Z0 est égal à exponentielle U0 et que Z est égal à exponentielle U. On considère delta Z égale ln de Z moins ln de Z0 sur Z moins Z0 et on va faire tendre Z vers Z0. Ben, c'est égal à U moins U0 sur exponentielle U moins exponentielle U0. On sait que ça c'est dérivable, que sa dérivée c'est elle-même. Donc si j'appelle phi la fonction qui a U donne exponentielle U moins exponentielle U0 sur U moins U0 pour U différente de U0, je sais que la limite de phi quand U tend vers U0 est égale à exponentielle U0, c'est-à-dire Z0. La fonction ln est continue, donc limite de ln de Z quand Z tend vers Z0 est égale à ln de Z0 est égale à U0. Donc la limite de phi en ln de Z. Phi en ln de Z, c'est quand je remplace U par ln de Z. Ça va être la limite de phi de U quand U tend vers U0, d'après ce que j'ai vu là, et donc égale Z0 différent de 0. Bien ça me fait quoi? Delta de Z, c'est 1 sur phi de U. C'est 1 sur phi de ln de Z. Et comme ça tend vers quoi? Comme Z0 est différent de 0, ça tend vers 1 sur Z0. Tout le résultat. La restriction de ln à 0 plus l'infini coïncide avec ln, heureusement. Si x appartient à 0 plus l'infini, alors module de x, ben, c'est x, hein, c'est la valeur absolue et c'est x, et l'argument c'est 0. Et donc ln de x va être égal, grand ln va être égal au petit ln de module de x, c'est-à-dire ln de x plus i fois 0, donc ça fait ln de x. Pour module de z inférieur à 1, on a ln de 1 plus z qui est égal à la somme de 1 à plus l'infini, moins 1 à la puissance n-1 sur n, z puissance n, démonstration. Pour module de z inférieur à 1, 1 plus z n'appartient pas à R-, sinon 1 plus z serait égal à x appartenant à R- et z serait égal à moins 1 plus x, pardon. Mais comme x est négatif et que moins 1 est négatif, ça serait inférieur à moins 1. Et donc son module serait supérieur à 1, ce qui est faux. D'accord? Donc 1 plus z n'appartient pas. Donc on peut considérer ça. De plus, on sait qu'on a ce développement-là. Et donc pour module de z inférieur à 1, on a ça. Pour module de z inférieur à 1, eh bien 1 plus z est dérivable, ln aussi. Donc pour z donne ça, ça va être dérivable. Et sa dérivée c'est 1 sur 1 plus z. C'est-à-dire ça. Donc, ça c'est un développement en série entière, alors une série de rayons 1 qui s'intègre terme à terme pour z module de z inférieur à 1. Donc f de z va être égal à ça, plus une constante qui est égale à 0, parce que f de 0, il faut que ça fasse ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc finalement, j'obtiens f de z, mais il faut bien comprendre que f de z, c'est ce que je veux, hein, c'est ln de 1 plus z qui est égal à ça, série entière de rayons 1, comme 1 sur 1 plus z. Bah ça y est, d'où le résultat.